le projet Luna, c'est un projet donc digital avec une application et très prochainement, on l'espère, une plateforme numérique qui est en cours de réflexion et de développement. C'est de pouvoir démocratiser l'accès au moins au diagnostic, en tout cas au pré-diagnostic, et à partir de là, de monter une histoire. Donc aujourd'hui, la formation qu'on voulait vous apporter, c'était les parcours de soins et l'orientation des patientes. Donc le but, en fait, c'est de pouvoir à la fois découvrir les patientes et leur offrir un parcours de soins qui va être adapté. Vous allez voir qu'il y a plusieurs phénotypes d'endométriose euh, et qu'elles puissent, ces patientes, bénéficier d'un suivi régulier. Donc pour ça, la première consultation, souvent, le dépistage, là où c'est compliqué, c'est que c'est des patients qui ont un énorme vécu. Et c'est un petit peu antinomique avec la médecine aujourd'hui, que pas tout le monde réalise, j'espère, mais de temps en temps, on est obligé de la réaliser parce qu'on est un peu débordé. Une patiente qui vient avec 10 ans d'histoire de problème, de l'avoir en un quart d'heure, c'est compliqué. Donc, c'est deux mondes qui se rencontrent. Un monde où il y a une personne qui a un problème et qui a besoin de s'exprimer. Et de l'autre côté, un professionnel de santé qui, en fonction du moment de la journée, du moment de la semaine, etc., etc., va s'impliquer ou pas dans la vie du patient. Et là, aujourd'hui, c'est en médecine, c'est comme ça, mais alors dans l'endométriose, c'est vraiment, on touche vraiment l'essence de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps à écouter, à recueillir tous les examens, etc. Et c'est vrai que Luna, par exemple, va aider à faire ça, va déjà aider à recueillir plein de données auparavant, les reclasser, les designer pour que ce soit un peu plus digeste. Et une fois que la patiente s'est exprimée, qu'on connaît un petit peu plus son persona, on va organiser en fonction de son phénotype et ses désirs un parcours de soins et que beaucoup de choses sont faites en médecine de ville en premier niveau, hein, donc dépistage, premier traitement, deuxième niveau, c'est-à-dire consultation spécialisée, examen un petit peu plus important, et troisième niveau quand ça nécessite des prises en charge beaucoup plus complexes. Tu peux avancer. Donc, on tient à rajouter à chaque fois, et c'est très important qu'on est soutenu par l'association Endo-France, mais bien plus que ça, en fait, parce qu'il y a une vraie volonté d'éduquer les patientes et d'orienter les patientes et d'agir, puisque l'association, qui est une association indépendante, qui est donc de mission publique aujourd'hui, a vraiment un grand rôle à jouer. Et en tout cas, si vous avez besoin de ressources, d'abord, il y a des correspondants locaux. Et ensuite, beaucoup de choses sont sur le site internet, de schémas, etc., qui ont été extrêmement bien faits par les patientes, pour les patientes, et qui pourra vraiment vous aider à aider les patients dans les consultations. Donc, vas-y. Donc, Luna, ben, donc, c'est une application. Notre but aujourd'hui, ça a évolué pendant le projet, vas-y, tu peux avancer, c'est quelque part d'accéder aux patientes à la fois un diagnostic et des soins. Donc, l'application, elle permet de poser 10 questions et à ce moment-là, vous avez une réponse avec un pourcentage qui s'appelle Luna Endoscore, qui est une vraie étude scientifique qui a duré 12 ans, qui a été publiée dans le Lancet et qui est très fiable. Et aujourd'hui, ce sont les centres de santé Luna, centres de soins, pour permettre aux patients qui vont cliquer. Donc, on a mis un exemple juste à la suite. Et c'est un exemple qui est complètement réel. C'est comme ça qu'on va l'imaginer, c'est comme ça que ça se passe souvent pour les patientes. La dernière patiente que j'ai vue, qui donc a vu Carole il y a peu de temps, et qui vient pour un gros problème chirurgical, en fait, pour la 10e fois, elle va aux urgences et on lui dit que ben, ça va passer, que c'est dans sa tête, etc. Elle tape sur Google endométriose douleur, elle atterrit sur le site de Luna, elle télécharge Luna, elle fait le test, tu peux avancer. Elle se rend compte finalement en pleine nuit que ben, ce n'est pas forcément dans sa tête qu'il y a un vrai risque puisqu'il est vraiment optimisé. On le voit, hein, 88%, ou je ne me souviens plus. Elle a déjà des questions-réponses sur le chat automatisé un petit peu de l'application. Et ensuite, elle a la possibilité de prendre rendez-vous si elle habite à Marseille en physique ou alors en téléconsultation dans le centre à Bouchard via Doctolib pour l'instant. Donc, c'est patiente à rendez-vous. Et ensuite, à partir de là, il va y avoir une première consultation, téléconsultation, une échographie par un échographie spécialiste, en tout cas dans nos locaux, qui permet de déterminer si c'est une endométriose profonde ou pas une endométriose profonde. Et à partir de là, on décrit tout un parcours de soins, soit IRM, soit début de traitements médicaux, hormones, antidouleurs ou traitements naturels.
Et ensuite, elle va rentrer dans un parcours de soins. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, cette patiente est venue me voir seulement un mois après la énième consultation avec tout ce qu'il fallait. Et donc, je ne l'ai pas vue 3 fois, je l'ai vue une fois. On a pu discuter, on a pris le temps. J'avais déjà toutes les données. Et pendant 20 minutes, on a pu vraiment faire le point sur son cas. Et à la fin, elle m'a dit que vraiment, elle était ravie de, à la fois, bien sûr, de la pertinence, mais également de pouvoir à chaque fois pouvoir s'améliorer aussi dans sa pathologie. On peut avancer. Et donc, c'est toute cette expérience qu'on veut que Carole va vous exposer. Et aujourd'hui, très clairement, notre but, c'est de ne pas créer l'énorme centre marseillais d'endométriose. D'un point de vue chirurgical, c'est déjà fait à Marseille et à Aix. Et là, on travaille dans ça, mais c'est de pouvoir euh, que le maximum de professionnels de santé qui sont vraiment impliqués dans la pathologie puissent bénéficier d'un outil et d'un adressage. Donc, à la fin, vous pourrez contacter Charline pour savoir si vous êtes intéressé. Moi, je suis en train de faire le même centre sur Aix-en-Provence. Donc, s'il y a des pros de santé qui sont intéressés pour venir travailler à la vacation sur Aix-en-Provence, puisqu'en fait, on veut créer finalement des endroits où à la fois des patients vont être vus, où il va y avoir des discussions avec tous les niveaux de professionnels de santé, que ce soit en imagerie, en chirurgie, en médecine de reproduction, de façon à ce qu'il y ait une itération qui permette à ce que tout le monde s'améliore, parce que tout le monde a apporté quelque chose dans l'histoire, pour que finalement la patiente, en fait, elle soit vraiment optimisée, qu'elle puisse rencontrer les bonnes personnes. Donc, je te laisse la parole. Merci Jean-Philippe de m'avoir invité à présenter le résultat du travail qu'on a mis en place tous les deux il y a quelques mois et pour lequel on a déjà des avancées. Donc l'objectif, c'est pas de vous assommer avec ce que vous avez déjà entendu sur l'endométriose durant les 5 premières formations, c'est de resynthétiser ce dont on a besoin essentiellement en tant que sage-femme, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a une sage-femme qui intervient sur les formations, et donc on va parler de sage-femme à sage-femme. Je sais qu'il y a d'autres professionnels aussi, d'autres disciplines, donc c'est intéressant qu'ils écoutent aussi, surtout sur les soins de support, quels sont les besoins et de quelle manière ils peuvent intervenir. Donc, je ne vais pas vous refaire la physiopathologie de l'endométriose. Sincèrement, je crois que vous l'avez assez vu. Par contre, je vous remontre ces schémas parce qu'il y a vraiment un moment dans la consultation où c'est important d'expliquer à la patiente comment on en arrive là. Parce qu'il ne faut pas croire, vous le savez, vous êtes sage-femme pour la plupart d'entre vous, les patientes ont déjà du mal à comprendre où est le vagin, où est l'utérus, à quoi sert le vagin, à quoi sert l'utérus. C'est important de leur expliquer le mécanisme des règles, le mécanisme des menstruations rétrogrades, de leur expliquer que beaucoup de femmes, 90% des femmes sont touchées, et que c'est sur certains terrains propices que va se développer l'endométriose et les cellules externes du coup à l'endomètre. Alors ça, c'est une des théories que vous connaissez tous de la menstruation rétrograde, qui va entraîner une inflammation et qui va être entretenue par l'inflammation. Donc il y a plus tard une petite image de ce cercle vicieux là, de l'inflammation qui tourne autour de l'endométriose, qui est bien une maladie inflammatoire et chronique. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris un peu la bête à laquelle on avait affaire, et on peut développer plus facilement un plan de prise en charge parce qu'on comprend qu'on n'en guérit jamais totalement et qu'il faut apprendre à vivre avec. Et c'est là qu'on a un vrai rôle à jouer en termes d'éducation à la santé et d'accompagnement des patientes. Donc, les coupes du néther, vous les avez déjà vues aussi par avant. Donc, ce sont des cellules qui répondent de manière cyclique, comme si elles étaient à l'intérieur de l'endomètre et qui saignent. Donc, on se retrouve avec des kystes d'endométriose au niveau des ovaires dans lesquels on retrouve du vieux sang, des lésions bleutées qui contiennent du sang aussi, et puis des cicatrices fibreuses et des adhérences qu'elles laissent derrière elles, et qui ne sont pas forcément visibles à l'échographie et à l'IRM, et qui sont responsables d'un grand nombre de douleurs et de symptomatologies qu'il est important d'expliquer aux patientes, parce que c'est là qu'en fait, elles comprennent que les douleurs ne sont pas dans leur tête et qu'il y a bien une cause physiopathologique à leurs douleurs. Donc les phénotypes différents, ils sont classés principalement entre endométriose dite superficielle, c'est-à-dire que c'est une endométriose dont l'invasion est inférieure à 5 mm au niveau des tissus, qui est souvent diffuse, qui est invisible à l'imagerie le plus souvent, et qui touche finalement 70% des patientes, et encore plus quand elles ont moins de 25 ans. Donc c'est la plupart des patientes qui viennent un peu dépitées avec une échographie normale, une IRM normale, et puis l'espoir qu'on leur dise que c'est pas dans leur tête et qu'elles sont pas folles, et qu'elles ont des douleurs qui sont
entendue et prise en charge. Et puis les endométrioses profondes, donc que vous avez déjà vu bien détaillées dans les formations antérieures, ovariennes, postérieures, antérieures, diaphragmatiques, et l'adénomiose qu'il faut bien mettre dans son contexte par rapport à l'âge, parce qu'après 40 ans, on en a tout un peu, et c'est Jean-Philippe qui nous a appris ça. J'ai beaucoup de patientes qui viennent en me disant qu'on a découvert une adénomiose chez leur maman qui a 55 ans et que du coup, elles veulent savoir si elles aussi, elles en ont. Donc, il faut leur expliquer qu'il y a un processus aussi un peu physiologique et naturel du vieillissement de l'utérus. Donc, il ne faut pas confondre l'adénomiose de la femme qui a plus de 40 ans avec l'endométriose et l'adénomiose qu'on trouve chez une jeune femme qui a moins de 25 ans et qui doit nous alerter et nous entraîner à chercher quelque chose de plus profond. Bien sûr, il y a une association de plusieurs phénotypes qui est tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'on en a un qu'on n'a pas les autres. Donc, il faut en permanence garder une posture vraiment humble, c'est-à-dire qu'on voit certaines choses à l'écho, on n'en voit pas d'autres, et surtout remettre en question en permanence ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu voir, et le ramener toujours à ce que raconte la patiente et à ce qu'on trouve aussi à l'examen clinique, parce que c'est vraiment important. Donc, tous ces phénotypes, ils ont une symptomatologie commune que vous connaissez maintenant, c'est les dysménorrhées, plus de 7 sur 10, avec souvent des éléments secondaires, donc absentéisme, vomissement, malaise, des dyspareunies qui peuvent être d'intromission ou profondes, des ménométrorragies, des douleurs pelviennes chroniques, ça touche à peu près toutes les patientes et c'est souvent les motifs principaux de consultation. Et puis, il y a des symptomatologies qui sont plus spécifiques, suivant les atteintes, type dysurie, dyschésie, des cruralgies, des lombalgies, des scapulalgies. Mais je vous montrerai tout à l'heure des petits schémas que je fais colorier aux patientes pendant la consultation et vous verrez qu'il y a des échographies qui reviennent négatives sur lesquelles on ne trouve rien et on a une patiente qui pourtant ressent des cruralgies, des lombalgies, des scapulalgies et on n'a pas trouvé de forme profonde et de lésions particulièrement à l'imagerie. Il y a des messages clés qu'il faut retenir et je pense qu'en tant que sage-femme, c'est important que vous les entendiez. C'est une maladie inflammatoire qui est dite bénigne. Alors, j'ai du mal avec le terme bénin, dans le sens où pour moi, bénin, c'est quelque chose qui n'impacte pas en fait la vie des femmes. Et quand je vois l'impact qu'a cette maladie, que ce soit sur leur vie sociale, leur qualité de vie et tout simplement leur quotidien, j'ai du mal à dire que c'est une maladie bénigne aujourd'hui et de plus en plus. L'objectif, c'est pas de la soigner parce qu'on ne peut pas, donc c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie. Et un message à retenir, c'est que plus la prise en charge est précoce, plus on améliore le pronostic à long terme. Et on se retrouve aujourd'hui avec des patientes qui ont passé 35 ans, qui ont mal depuis 20 ans, et chez qui on a de plus en plus de mal à calmer la douleur parce qu'on arrive à des syndromes d'hypersensibilité qu'on n'arrive plus à calmer parce qu'on a trop traîné pour les prendre en charge. Autre message clé, je pense que la porte d'entrée du soin dans ce contexte-là, c'est pas l'endométriose, c'est la douleur qui est exprimée, quelle qu'elle soit. Il faut la prendre en charge, quel que soit ce qu'on retrouve à l'imagerie. Il faut penser au diagnostic différentiel. Je vous ai mis quelques exemples tout à l'heure sur des échographies très concrètes où on a tout le tableau clinique de l'endométriose et puis on retrouve complètement autre chose. Il faut penser aux conséquences sociales, à la fertilité, aux conséquences psychologiques et conséquences neuro de cette maladie qui ont tout un impact important sur le quotidien des patientes. Et la prise en charge, c'est pas seulement le traitement, c'est aussi l'éducation au cycle menstruel, c'est l'information et c'est la prévention. Parce que, comme vous l'aurez compris, plus on agit chez la patiente jeune, plus on met des chances de notre côté pour qu'elle puisse vivre de manière quasiment normale ou en tout cas améliorée avec la maladie. Donc garder une posture vraiment humble, on ne sait pas tout, moi j'en apprends tous les jours et j'en sais pas beaucoup par rapport à certains encore, bien qu'en effet aujourd'hui dans le centre plus d'une centaine de patientes qui soient venues que pour ça et qu'on a pris en charge déjà, on retrouve des cas complètement différents et c'est important donc de remettre en question en permanence ce qu'on fait et le diagnostic qu'on peut poser. Alors, vous avez vu déjà les prises en charge en fonction des différents phénotypes de l'endométriose superficielle profonde qui ont été faites dans les formations précédentes. Je vous propose aujourd'hui un abord un peu plus spécifique en fonction de l'âge de la patiente, parce que vous avez grosso modo 3 profils qui se dégagent. Donc, vous avez la patiente entre 16 et 25 ans, qui est une patiente chez qui il est important d'accentuer l'éducation à la maladie. Donc, il faut lui faire comprendre ce que c'est un terrain inflammatoire, identifier chez elle des signes du terrain inflammatoire, et elles en ont toutes quand on les questionne. Et souvent, elles viennent en disant qu'on a diagnostiqué un côlon irritable. Non, enfin, je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de côlons irritables associés et que ce sont des signes inflammatoires et d'inflammation chronique qui touchent certainement les intestins. On ne sait pas tout, il n'y a peut-être pas que l'endométriose
Et chez certaines femmes, il y a certainement autre chose. Il faut chercher des signes d'aggravation chez ces patientes-là, mais ils sont plutôt rares à moins de 25 ans. Et surtout, faire un plan de suivi à long terme parce qu'elles vont vivre avec. Et c'est un avantage d'être diagnostiqué en amont de cet âge-là. Donc, trouver un traitement hormonal adéquat, oui, si elles l'acceptent. Et je vous ai mis une slide plus tard sur les patientes qui refusent le traitement hormonal. Et elles sont de plus en plus nombreuses à refuser, quel qu'il soit, le traitement hormonal, bien qu'on explique. Voilà, et elles sont prêtes à essayer toutes les autres alternatives. Voilà, donc, il est important de maîtriser l'évolution des lésions. Il y a d'autres choses qu'on peut leur proposer. Et c'est important de connaître le panel des soins de support. La prise en charge de la douleur, évidemment, comme je vous le disais, la porte d'entrée, ce n'est pas l'endométriose, il ne faut pas fixer dessus. C'est vraiment la prise en charge de la douleur et ce qu'elles expriment. Donc 70% de ces patients-là n'ont pas de lésion profonde. En revanche, si on trouve une adénomyose, il faut penser à chercher une lésion profonde. L'échec de traitement de première intention, on va voir après sur le plan de prise en charge des patientes, au bout de combien de temps il faut les reconvoquer pour évaluer ce qu'on a mis en place. Il faut chercher une forme profonde aussi. On oriente si on a une imagerie douteuse et on pense au diagnostic différentiel, évidemment. Le syndrome des ovaires polykystiques en star, qui est souvent associé et qui est souvent responsable de symptomatologies qui sont quelquefois similaires, des congestions pelviennes ou autres qu'on retrouve. Donc là, vous voyez, on a un exemple d'échographie donc chez une patiente qui avait vraiment coché toutes les cases de l'endométriose et chez qui on retrouve des ovaires multifolliculaires, pas de endométriose profonde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'endométriose et de lésions plus superficielles. En tout cas, on peut très facilement se retrouver avec ce genre d'échographie qui dépite un peu les patientes. Donc c'est là que c'est important d'expliquer en amont et avant de prescrire l'écho qu'on peut ne rien trouver et que ce qui compte, c'est ce qu'elles expriment et la douleur qu'elles ressentent et pas ce qu'on trouve à l'échographie. Donc là, pour parler des diagnostics différentiels, c'est une patiente qui avait aussi coché toutes les cases et chez qui on a trouvé un gros paquet de varices pelviennes chez une patiente de 23 ans. Donc là, après, il faut orienter en fonction de l'étiologie et de ce qu'on a retrouvé. Et puis une autre ici où on a une adhérence digestive à la cloison rectoire. Celle-là, bon, évidemment, on ne va pas attendre avant de l'orienter parce que clairement, il y a une adhérence qui se voit à l'écho. Donc, on va lui passer une IRM et l'orienter chez un chirurgien pour un avis qui ne va pas forcément l'opérer. Après, je crois que je parle sous le contrôle de Jean-Philippe, mais je pense que l'important, c'est d'avoir une idée voilà, de la lésion, de ce qui cause la douleur. Et puis après, c'est dans les mains du chirurgien qui décide ou non, lui aussi, de dérouler son plan de prise en charge. Deuxième, tu voulais intervenir peut-être ? Si je peux parler, ouais. Les adhérences, on est censé considérer que c'est de l'endométriose quasiment systématiquement. Mais je pense qu'il y a des adhérences, il y a plusieurs étiologies aux adhérences, mais l'endométriose peut être responsable aussi de certains types d'adhérences. D'accord. Alors là, j'ai vu une patiente qui a eu un IRM avec adhérence dépistée. La gynéco qui lui a dit pas d'endométriose, mais je n'ai pas compris pourquoi, parce que la patiente est algique. Et du coup, je lui ai prescrit une sérologie chlamydia. Elle me dit, j'ai jamais eu de chlamydia. Je lui dis, on va vérifier par précaution. Il est tout à fait possible qu'elle ait de l'endométriose. Hein. Après, ouais. Tout à fait possible qu'elle ait de l'endométriose et que ce soit des lésions en fait, anciennes après qui laissent des cicatrices, qui collent, qui laissent des lésions fibreuses et de type adhérence au niveau des organes. Hein. Et c'est pas rare de trouver aux échographies des ovaires collés contre l'utérus, des adhérences là comme ça contre la paroi recto-vaginale. C'est pas rare du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a une patiente qui m'a dit tout à l'heure, vous avez lu Le Monde parce qu'on dit que l'endométriose a une origine bactérienne. Oui, j'ai vu cet article aussi. En fait, comme beaucoup de choses, hein, en fait, ça revient. La confusion, c'est que l'endométriose, comme ça saigne souvent pendant les règles, on retrouve du sang, il n'est pas rare. Il faut faire attention à deux choses. Quand vous prescrivez une hystérographie pour les trompes, il faut faire attention aux patients qui ont beaucoup d'endométriose parce que c'est pas rare qu'elles fassent une salpingite après ou une péritonite. Parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de sang dans le ventre, en fait, du coup, c'est un milieu de culture pour les bactéries. Et ensuite, ce matin, j'ai opéré une patiente qui avait une endométriose profonde. Et en fait, elle avait beaucoup de vésicules, ce qui a montré qu'elle a fait une infection également. Donc, la relation, effectivement, elle est complètement sous-évaluée. Et effectivement, il faut faire très attention à cette relation entre infection génitale haute et présence d'endométriose, puisque par le fait qu'il y ait du sang,
par le fait que le péritoine soit très inflammatoire avec la présence d'adhérence. Vous savez que le problème des péritonites, elles guérissent mal si la patiente a beaucoup d'adhérence parce qu'en fait, les globules blancs et la défense immunitaire se fait beaucoup moins bien. Donc effectivement, un ventre avec de l'endométriose, c'est un ventre qui est un petit peu plus fragile et qui risque une infection bactérienne. Donc effectivement, il faut y faire attention, ne pas hésiter à faire des sérologies, et puis en même temps, on peut avoir les deux, hein, puisque c'est aussi une origine d'infertilité, et que le fait de voir une patiente qui vous consulte pour des problèmes de douleur, ben, ça n'interdit pas de faire tout un check-up. C'est un peu comme en début de grossesse, quand on refait un check-up au niveau des seins, au niveau du frottis, etc., etc. Mais effectivement, il y a des grosses relations entre infection génitale haute et endométriose, et je pense qu'on va décrire beaucoup plus d'épidémiologie dans le futur. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on aimerait mettre dans l'application. C'est dans l'avenir, quand on pourra capter tous les examens que les patients ont faits, on pourra croiser les données pour savoir effectivement s'il y a une surreprésentation des infections génitales hautes parmi les patientes qui ont des symptômes d'endométriose. C'est une bonne idée d'étude à faire. En tout cas, voilà. Donc, pour parler des patientes qui ont entre 25 et 40 ans, là, l'enjeu, le plus souvent, sans faire de stigmatisation sur les tranches d'âge, attention, hein, mais attention au réflexe de la fertilité. La symptomatologie est souvent plus importante parce que c'est des patientes, alors je parle des patientes qui consultent pour la première fois, qui ont souvent traîné un peu plus longtemps, chez qui on va trouver des formes un peu plus profondes avec déjà une atteinte des ligaments hétérosacrés, du torus, des endométriums, de l'adénomiose. Donc là, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur l'examen clinique parce que l'examen clinique, il sert vraiment aussi à orienter l'échographie. Moi, je sais que quand je sens quelque chose à l'examen, je le note sur l'ordonnance de l'écho. Ça permet au radiologue qui va faire l'écho de vraiment insister sur les zones que j'ai pu lui indiquer. Et il faut faire attention à adresser rapidement ces patientes-là avec un point fertilité si besoin. Donc voilà, en exemple tout simple, une patiente qui a consulté pour une infertilité, chez qui on avait étiqueté des vulvodynies, qui a toujours eu des dyspareunies. On n'y a jamais posé la question des dysménorrhées et elle ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était normal ou pas. Et quand on lui a fait l'écho, on a trouvé de l'adénomiose sur tout le mur postérieur. Et on a trouvé aussi un utérus qui était fixé à la cloison recto-vaginale, qui était épaissi, hyperéchogène, un épanchement, une adhérence digestive. Voilà, donc évidemment un examen très sensible parce que elle est pleine d'adhérence, donc elle est partie à l'IRM et pour un avis chirurgical, mais au départ, donc c'est une patiente qui avait été étiquetée vulvodynie et qui était prise en charge depuis des années pour ses vulvodynies qu'on n'arrivait pas à améliorer. Et ça, c'en est une autre, donc 28 ans, nullipare, qui refuse le traitement hormonal, il y en a beaucoup comme ça qui ont des syndromes prémenstruels très, très, très marqués, qui sont certainement dus à l'activité de production endogène d'œstrogène des lésions d'endométriose, qui ont une activité aromatase. Du coup, on se retrouve avec un déficit un peu relatif de progestérone. Et ces patientes-là, elles ont souvent, quand elles ont un cycle naturel qui n'est pas sous pilule, des syndromes prémenstruels très marqués. C'est pas rare de trouver des signes d'hyperœstrogénie. Donc voilà, cette patiente-là qui refuse un traitement hormonal, qui vient parce qu'elle a des dysménorrhées qu'elle ne supporte plus et chez qui on a trouvé des implants endométriosiques sur les ovaires, des adhérences aussi, un nodule au niveau du rectum. Voilà, donc elle aussi, elle a bénéficié d'une IRM et d'un avis chirurgical. Alors, juste, si je peux me permettre, concernant les tranches d'âge, il y a une publication anglaise qui a recueilli toutes les IRM faites pour douleurs pelviennes tout venant. Et en fait, l'endométriose profonde, avant 25 ans, ça ne concerne que 6% des malades. C'est en fait assez rare. Donc, vous savez qu'une patiente qui a une symptomatologie d'endométriose avant 25 ans, dans 94% des cas, il n'y a pas d'endométriose profonde. Ce qui ne justifie pas le fait de ne pas s'en occuper. Mais en fait, là aussi, il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Donc, je ne dis pas que l'endométriose arrive après 25 ans, mais en pratique clinique, en fait, on s'aperçoit que si la patiente doit faire une endométriose importante, c'est plutôt entre 25 et 30 ans. C'est à ce moment-là. Et effectivement, c'est la tranche d'âge aujourd'hui, comme la moyenne d'âge, c'est à peu près 30 ans pour une première grossesse. C'est aussi à ce moment-là que les patients se posent la question de la fertilité. Et on a bien vu que, en fait, les patientes qui restent le plus sur notre application, c'est les patientes qui ont en moyenne d'âge de 28 ans. En dessous de 25 ans, on peut faire le test, mais elles ne sont pas trop concernées. Par contre,
à partir aux alentours de 28, elles sont plus concernées par la fertilité. Donc, c'est vrai que cette tranche d'âge de 25 à 40, elle est différente d'avant 25. Bien sûr que les chiffres peuvent se croiser, c'est évident. Mais une autre donnée que vous devez avoir en tête, c'est justement par rapport aux patients qui ont plus de 40 ans. Quand les patients consultent pour adénomiose après 40 ans, en fait, et si elles ont eu des enfants, en fait, vous vous rendez compte de deux choses. Une, les premières règles ont toujours été extrêmement douloureuses. Et ensuite, elles ont fait des enfants relativement jeunes, à partir de 20 ans. Puisqu'en fait, malheureusement, avec l'adénomiose, plus les années passent, plus c'est compliqué de tomber enceinte parce qu'il y a des fausses couches. Donc, en fait, on voit des tableaux quand même, quand on voit beaucoup de patientes qui se précisent de plus en plus, et vous le verrez dans votre expérience, en fait, il y a des tranches d'âge, bien sûr, je le redis, qui peuvent se croiser, mais qui, globalement, quand on fait l'historique, c'est pour ça que c'est en début d'expérience, et même pour la suite, mais surtout en début d'expérience, c'est très important de prendre du temps pour bien interroger les malades. Et vous allez vous apercevoir que finalement, l'endométriose, ce n'est pas si compliqué que ça et qu'on entend toujours à peu près les mêmes histoires au même moment. Hein. Des patients de 40 ans qui n'ont pas eu d'enfants, en général, elles ont eu des échecs de FIV parce qu'elles ont rencontré quelqu'un à 35, ou alors des patients qui ont 40 ans, qui ont adénomiose, la même patiente qui a eu des enfants, mais en général, c'est parce qu'elle a eu des enfants très tôt dans sa vie, en fait. Et qu'avant 30 ans, quasiment toutes les patientes arrivent à tomber enceintes malgré une endométriose, à condition de s'en occuper. Voilà, donc ça, vous allez voir au fur et à mesure comment vous allez appréhender les patientes qui vont venir vous voir. D'où l'intérêt aussi de les avoir assez tôt prises en charge et qu'elles évoluent avec leur maladie et qu'au moment de faire un enfant, on soit attentifs aussi à leur fertilité et autant pour tomber enceinte. Donc, les patients de plus de 40 ans, comme disait Jean-Philippe, sont des patientes qui ont eu au total 25 ans d'errance médicale ou alors qui ne se sont pas posé la question parce qu'elles ont vécu avec des règles très douloureuses, des dyspareunies depuis toujours. Elles ont intégré la douleur, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Donc, souvent, elles ont des syndromes d'hypersensibilisation. Elles ont de l'adénomiose très souvent aussi. Donc, celles-ci, on les adresse aussi très rapidement parce qu'il y a une indication opératoire le plus souvent qui les satisfait complètement en plus. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc là aussi un exemple d'échographie qu'on peut retrouver chez une femme de plus de 40 ans qui a une endométriose pelvienne profonde, une atteinte d'utérus, des adhérences et une foulée d'endométriose sur le moyen rectum. Il me semble qu'il y en a une autre aussi. Elles ont souvent aussi fibromes, polypes ou autres qui sont associés à une endométriose qui s'est développée fortement. Alors maintenant, pour parler de choses très concrètes, comment est-ce qu'on organise un parcours de soins en fonction du phénotype et comment est-ce qu'on fonctionne chez nous et comment est-ce que vous pouvez tous fonctionner à partir du moment où vous avez identifié les acteurs autour de vous qui vont vous permettre de monter ce genre de prise en charge et de parcours. Donc l'objectif, c'est prendre en charge les patientes symptomatiques. Hein. Il n'est pas question d'aller faire du dépistage de masse et d'aller prendre en charge des patientes qui ne se plaignent de rien. Et suivre le parcours de soins, améliorer l'état de santé, la qualité de vie, le suivi, bien évidemment. Alors, un petit rappel, l'OMS qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mais aussi mental et social, et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est en ça que moi, j'ai du mal à dire que c'est une maladie bénigne. Et l'appel du 22 août 2022 de l'OMS qui encourage à s'occuper de la santé menstruelle des femmes et de la santé menstruelle comme un indicateur de santé et pas comme un déterminant d'hygiène simple. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de ce bien-être menstruel qui occupe quand même la moitié de la vie des femmes, hein, parce qu'il n'y a pas que les menstruations, il y a la période de périovulatoire, il y a le syndrome prémenstruel. Et c'est important qu'on le considère comme un indicateur de santé et qu'on éduque très tôt les jeunes filles à ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et ça, je crois que c'est tout à fait dans les compétences des sages-femmes. Donc derrière un plan gouvernemental en janvier 2022 qui considère vraiment l'endométriose comme un problème de société, il faut élaborer des plans personnalisés de santé. Il y a déjà tout dans les recommandations de la HS. Alors après, elles sont perfectibles. Hein, aujourd'hui, il faut voilà. Mais on pourra toujours en dire quelque chose. En tout cas, elles donnent quand même un parcours initial qui donne déjà tous les outils et qui identifie clairement la sage-femme aux côtés du généraliste ou du gynéco médical de ville comme un premier recours qui a toute compétence pour prendre en charge et initier une prise en charge chez une femme qui a de l'endométriose. Mais ça va plus loin puisqu'on peut aussi
clairement assurer le suivi à partir du moment où on a orienté la patiente chez un expert quand il y en avait besoin. Donc, ce schéma-là, je pense qu'il est important à connaître. Il faut que vous en preniez connaissance si vous voulez vous lancer dedans. Il est très bien fait. Il résout quand même la plupart des problèmes. L'important, c'est de savoir bien vous entourer. Donc, l'examen clinique pelvien, il est très important aussi. Il va nous permettre de localiser les signes d'endométriose profonde, de bien orienter vers quel examen pour gagner du temps, toujours dans l'objectif aussi de faire gagner du temps à la patiente et de l'orienter correctement. Donc l'équipe médicale, c'est quoi? C'est d'abord des lanceurs d'alerte, donc des infirmiers formés, des pharmaciens formés, des kinés formés, parce qu'eux, ils vont être attentifs à des signes, ils vont orienter les patientes sur un parcours. Il faut que tous les professionnels de santé soient alertés et soient formés. Les premiers recours, donc les sages-femmes, les généralistes, les gynéco-médicaux, les experts référents, qui soient médecins, chirurgiens, les médecins de PMA, les radiologues et les algologues. Ça, c'est l'équipe médicale qui va prendre en charge une endométriose. Et puis, on a aussi une équipe paramédicale et des soins de support. Donc les nutritionnistes, on va voir pourquoi, les ostéopathes et les kinésithérapeutes évidemment, les professionnels de la psychologie, de la psychiatrie aussi, parce que quelquefois on a des causes traumatiques de stress qui vont entretenir l'inflammation et il faut savoir les gérer. Des professionnels de la gestion du stress, et là je pense notamment aux sophrologues avec qui nous on travaille beaucoup, des applications numériques telles que Luna évidemment, parce qu'elles vont permettre d'avoir un vrai support aux patientes pour le suivi de leur traitement, le retour vers le praticien, et des associations comme EndoFrance qui vont aider à la fois les patientes mais aussi les praticiens, parce que je vous montrerai aussi les schémas qu'ils peuvent fournir pour les consultations qui sont très intéressants à utiliser. Donc le parcours, la porte d'entrée, c'est la première consultation. On a une course contre la montre, hein, il faut quand même aller vite. Derrière, les examens sont inscrits, le diagnostic est posé, on reçoit la patiente pour une deuxième consultation et on lui explique et on établit avec elle le plan des soins. Donc la première consulte, elle dure 45 minutes, hein, on ne peut pas faire moins, c'est l'anamnèse complète, il faut faire l'examen clinique, il faut parler des données de départ, il faut expliquer, il faut préparer la patiente, lui expliquer encore une fois que c'est pas parce qu'il n'y a rien à l'écho, qu'il n'y a rien, qu'on prend en charge sa douleur, que maintenant voilà, elle est rentrée dans un circuit et qu'elle elle va être soutenue. Et rien que ça, très souvent, dès la deuxième consultation, on a des patientes qui ont en tout cas une anxiété, un stress qui s'est amélioré. L'échographie avec un référent qu'on arrive à obtenir en moins de 15 jours quand on est un centre organisé et qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et le traitement première intention qui est posé du coup en moins de 3 semaines avec une orientation, un plan de suivi, une définition des objectifs. Il faut qu'elle ait des objectifs à atteindre. Et pour atteindre des objectifs, c'est important du coup de scorer les choses, de scorer sa douleur et de fixer vers quoi on veut tendre dans les 3 prochains mois, puis dans les 6 prochains mois, puis dans l'année. Donc la première consulte, elle a 3 temps. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les temps de la consultation, vous les connaissez tous. C'est l'écoute et l'interrogatoire. Donc il faut écouter les signes cliniques, il faut identifier l'impact sur sa qualité de vie. Il y a plusieurs échelles qui existent, vous choisissez celle que vous voulez. L'histoire et le terrain, évidemment. L'examen, c'est un examen qui est autorisé, qui est expliqué. Pourquoi je vous examine? Qu'est-ce que je cherche? Il faut leur montrer sur des schémas. Et expliquer la maladie, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et le terrain inflammatoire. Moi, je crois que les premières clés sur la première consultation sont là, donc ça prend du temps, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire des consultations de 15 minutes. Alors, ce que je vous ai mis là, c'est une production personnelle. Alors, c'est pas moi qui ai dessiné, ce sont les patientes. Donc, je leur donne ce genre de petits schémas, de petits bonhommes, et je leur demande d'exprimer la douleur. Donc, le rouge, c'est insupportable. Le orange, c'est très douloureux. Le jaune, c'est une gêne. Et je leur demande de dessiner la douleur pendant les règles et puis en dehors des règles aussi. Parce que très souvent, on remarque que les mêmes douleurs viennent de manière épisodiques, ce sont des douleurs chroniques en fait, hein, qui viennent même en dehors de la période de menstruation. Alors, on a l'impression qu'elles ont toutes des formes profondes quand on voit ça, pas du tout, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas trop catégoriser en fait, ce qu'on trouve à l'imagerie et de bien écouter les patientes. Vous voyez, celle-là, elle a une forme profonde avec des adhérences, un nodule, elle a un endométrium, et celle-là, elle n'a rien à l'écho. Voilà. Et pourtant, on voit ce qu'elle a pu dessiner en rouge, c'est ce qui lui paraît insupportable. Donc après, il y en a qui choisissent des petites bulles, il y en a qui font des vagues qui sont très angoissantes, hein, je trouve. Il y en a qui s'appliquent vraiment à colorier par zone. Et c'est là qu'on s'intéresse à des choses très particulières qu'elles expriment, hein, comme les douleurs dans les jambes, les douleurs à la tête, les douleurs dans les seins. Voilà. Donc, des schémas comme ça, j'en ai des centaines, je peux vous en montrer. Et après, l'objectif, c'est sur la consultation de suivi, quand on fait un plan à 3 mois ou à 6 mois, de leur faire colorier en vert les zones qui vont mieux. Et c'est là que c'est intéressant donc, de vraiment leur faire visualiser ce qu'elles ont réussi à atteindre comme objectif et ce qu'on a réussi à faire ensemble au niveau du parcours de soins.
Scorer la douleur, ça permet de fixer les objectifs. Donc, c'est important d'utiliser des échelles d'évaluation de la douleur sur 10. Hein. Nous, on le fait pour dyspareunie, dysménorrhée et les douleurs pelviennes durant toute la durée du cycle. Ça permet aussi d'avoir un objectif à atteindre. Aujourd'hui, vous avez 9 sur 10. On va viser le 7 sur 10 pour la prochaine consultation. Évaluer l'impact sur la qualité de vie. Donc là, il y a beaucoup de questionnaires qui sont proposés. Le HP5, moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'il y a une question sur la fertilité et l'angoisse par rapport à l'infertilité qui angoisse énormément les jeunes filles. Je trouve qu'il est... Pourtant, c'est celui qui est recommandé par la HAS, mais je ne le trouve pas très adapté. Le score de bien-être de l'OMS est pas mal. En tout cas, il correspond bien à ce qu'on veut chercher chez ces jeunes filles et chez ces jeunes femmes. Et les scores de bien-être menstruel, aujourd'hui en France, il n'y en a pas qui sont traduits. On est en train de travailler aujourd'hui en recherche sur la traduction d'une échelle qui a été faite par une de nos consoeurs italiennes, qui est très bien faite et qui pourra être utilisée en France bientôt, je l'espère. La place de l'examen clinique, c'est l'inspection, chercher la douleur, les nodules, les trajets des ligaments hétérotractés évidemment, les cul-de-sac, chercher une douleur à la mobilité utérine pour pouvoir orienter le radiologue, ou alors évidemment si on tombe d'emblée sur un gros nodule direct envoyé sur l'IRM. Ça ne doit pas être un frein, c'est pour ça que chez l'ado, chez qui on a peu de chances de trouver des formes profondes, il faut, je pense, discuter l'examen clinique en fonction de l'interrogatoire. C'est quelque chose qui peut tout à fait être différé parce qu'il ne faut pas que ça soit un frein à la consultation, surtout chez les jeunes filles. Donc évidemment, on ne fait pas d'examen clinique ni d'échographie endopelvienne chez la patiente vierge. J'ai croisé des patientes qui ont pu croiser des praticiens qui étaient peu à l'écoute et j'ai été souvent choquée des récits que j'ai entendus. Donc je le répète, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ne prennent pas ça en considération. Alors ça, ce sont les schémas qui sont proposés par Endo France. Donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est intervenu, il me semble avoir reconnu la voix. Je ne veux pas m'avancer, mais voilà. Donc clairement, les schémas sur les adhérences qui peuvent être expliqués aux patientes. Donc ce petit livret qu'on peut télécharger sur Endo France pour les praticiens, je ne sais pas, Charline, comment est-ce qu'on peut y accéder, qui explique du départ, voilà, où est l'utérus, où est l'appareil génital, comment il se situe dans le ventre, les règles, qu'est-ce que c'est quoi l'endomètre. Il y en a une dizaine, une quinzaine, et après même plus détaillés qui montrent précisément les lésions, à quel endroit elles sont. Donc ces schémas-là, il faut les montrer dès la première consultation. Et il faut les montrer ensuite à la deuxième consultation avec les résultats de l'écho, de l'IRM, pour leur expliquer où sont leurs lésions et pourquoi il faut aller voir un chirurgien et pourquoi elles ont mal là. Voilà. Et très souvent, elles sont friandes de comprendre et elles ont le visage qui s'illumine quand elles mettent en rapport en fait ce qu'elles ont compris et leur symptomatologie. Voilà. Donc la coupe sagittale, parfois, elle est plus difficile à comprendre, mais elle montre bien les points de lésion. Et là, donc celle-ci, ce sont les adhérences. Donc l'image de la toile d'araignée, c'est quelque chose qui revient très souvent. La deuxième consultation, donc, elle pose le diagnostic, on a le retour de l'échographie référente, et c'est là qu'on établit le parcours de soins. Il y a 2 éléments qui comptent pour établir un parcours de soins, le phénotype, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a trouvé à l'échographie, et le ressenti de la patiente, encore une fois, la porte d'entrée, c'est la douleur et ce qu'elle ressent. Il faut gérer la douleur, il faut fixer les objectifs, et il faut l'orienter si besoin. Donc la prise en charge initiale, c'est selon moi d'abord la lutte contre l'inflammation. C'est une prise en charge qui, quelle que soit la forme et le phénotype, va fonctionner pour toutes les patientes. C'est une maladie inflammatoire qui va entretenir le terrain inflammatoire et qui va en plus se développer de manière plus propice sur un terrain inflammatoire. Donc l'inflammation, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Il faut initier les patientes au régime anti-inflammatoire. Ce n'est pas de la sorcellerie de sage-femme. Il y a des études scientifiques, et la dernière, elle date de mars 2023, qui ont montré une vraie amélioration de la qualité de vie chez les patientes qui suivent le régime anti-inflammatoire. Alors, quand on a 22 ans ou 19 ans, c'est très compliqué de demander à des jeunes filles de suivre ce régime anti-inflammatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc sans gluten, sans viande rouge, sans lactose. Il est bien détaillé sur le site Endo France ou sur l'application Luna. Voilà, donc c'est là en ça aussi que les applications numériques peuvent être de vrais supports pour les patientes. On peut déjà leur demander de le faire 10 jours par mois avant la période des règles pour vraiment diminuer l'inflammation et ça fonctionne. Rechercher l'anxiété et sa prise en charge, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des études qui ont montré un lien significatif entre l'anxiété, le stress,
et le maintien d'un terrain inflammatoire aussi, donc de l'inflammation chez les personnes qui sont stressées. Après, dans quel sens est-ce que les choses vont? Est-ce que ça part de l'inflammation? Est-ce que ça part de l'anxiété? En tout cas, il y a un lien significatif entre les deux. Donc, c'est vraiment important et intéressant de s'intéresser au niveau d'anxiété de la patiente et d'aller dépister des patientes chez qui il y a eu des traumas qui n'ont pas été réglés ou des anxiétés, des femmes qui sont anxieuses de nature et qui ont du mal à gérer, surtout chez les étudiantes quand elles sont en période d'examen. C'est souvent le cas, c'est-à-dire que sur les périodes de fin d'année ou de stress intense, il y a des douleurs qui sont abominables et elles font elles-mêmes le lien entre les périodes d'anxiété intense et les douleurs qui sont ressenties. C'est pas que c'est dans leur tête, c'est que c'est l'inflammation qui flambe autour. Donc recherche évidemment un contexte de violence, mais ça je crois que toutes les sages-femmes de France et de Navarre le font à chaque consultation. Et évidemment, traiter la douleur. Donc la douleur, c'est les douleurs pelviennes et c'est aussi les dyspareunies, parce que quand on a 23 ans et qu'on n'arrive pas à avoir un rapport sexuel normal, on ne peut pas laisser les patientes comme ça, c'est pas normal. Améliorer le bien-être menstruel, donc ça, c'est pas que la période de menstruation, et j'insiste pour dire que le bien-être menstruel, c'est à la fois le syndrome prémenstruel, c'est aussi la période périovulatoire où elles sont souvent ballonnées, où ça tire, et les menstruations. Donc là, il y a des recommandations, vous les connaissez, ça a fait l'objet d'autres formations. Il y a le traitement hormonal en première intention, puis il y a des lignes de conduite de deuxième intention, les microprogestatifs, et puis après le dienogeste après avis expert. On est tout à fait compétente pour mettre en place en tout cas la première ligne de traitement, le début de la deuxième intention, et après pourquoi pas même demander une téléexpertise pour la suite. Ça, c'est une étude, celle dont je vous parlais, voilà, de mars 2023, qui montre l'amélioration significative. Donc, vous avez vu que tous les résultats sont significatifs sur la qualité de vie et le suivi du régime inflammatoire. Alors, pourtant, il n'y avait pas une grosse cohorte, mais ils ont des résultats très, très criants. L'effet de l'activité physique aussi, où il y a encore une fois des études récentes, donc là c'est mai 2023, je vous ai sorti les plus récentes, qui ont montré un lien très efficace entre l'activité physique et l'amélioration des symptômes, et ça passe aussi par l'effet anti-inflammatoire et la lutte contre le stress. La prime star, c'est le yoga. Ils ont comparé tout ce qui était yoga, aérobic, cardio-training, course à pied, etc. Il y a quand même beaucoup d'études. Alors là, c'était une revue de la littérature. Il y a 3 pages, mais je vous ai mis les résultats les plus flagrants qui montrent à chaque fois que le yoga a un effet vraiment significatif sur l'amélioration de la symptomatologie des patientes. Alors, pour parler du plan personnalisé, de manière plus claire, alors il y a les flèches qui ont un peu bougé, mais ça, c'est les effets de mise en page, peu importe. Ce schéma-là, donc, il vous montre quoi? Donc, une endométriose superficielle qu'on voit, donc, deuxième consultation, elle vient avec son échographie, on n'a rien trouvé, on a éliminé les diagnostics autres, c'est-à-dire qu'on a éliminé le SOPK, on a éliminé les congestions pelviennes, on a éliminé les varices, on n'a pas trouvé autre chose. Donc, c'est un peu un diagnostic d'élimination qui nous dit, bon, ben, il doit y avoir des lésions superficielles, il y a une inflammation au niveau pelvien. C'est un peu ça qu'on met derrière le paquet endométriose superficielle. Il faut mettre en place un plan personnalisé pour la patiente de 3 mois au moins, et il faut la revoir à 3 mois. Dans 3 mois, on a une amélioration de tous les scores. On a une amélioration des dysménorrhées, on a une amélioration des dyspareunies, on a une amélioration du vécu, du bien-être menstruel, de la qualité de vie. On continue comme ça. On n'a pas d'amélioration, il faut demander une IRM, il faut un avis référent, parce qu'encore une fois, attention, gardez une posture humble. C'est vrai qu'elle a moins de 25 ans, c'est vrai qu'on n'a rien vu à l'écho. Si on a un vrai échec de traitement au bout de 3 mois, il ne faut pas hésiter à faire une IRM et à l'orienter vers un référent pour mettre en place un traitement de deuxième intention. Et toujours au milieu, évidemment, pensez à l'infertilité. Si en plus on a une infertilité, il faut l'orienter beaucoup plus rapidement vers l'IRM et l'avis référent. Les lésions profondes qui sont ramenées à l'échographie, donc là, évidemment, on part sur un adressage qui est immédiat avec un IRM, ce qui lui permet d'arriver chez le praticien référent, chez le chir ou celui qu'on aura sélectionné pour ça avec une IRM, donc il n'y a pas de perte de temps. Alors clairement, on a plus facilement un rendez-vous d'échographie que d'IRM, donc il faut vous dire que si vous l'envoyez sans l'IRM chez le référent, elle va perdre encore après 2 mois pour faire son IRM, et c'est du temps perdu pour son diagnostic et sa prise en charge. Moi, je prescris des IRM depuis 4 mois, on n'en a jamais refusé un, donc pour y aller. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre les données cliniques que vous avez pour, encore une fois, que le radiologue puisse orienter son imagerie et son diagnostic. Et puis, évidemment,
tous les exercices de l'imagerie, il faut les faire dans des centres qui sont référents, qui sont habitués à faire des imageries avec balisage rectal et vaginal, parce que c'est ce qu'on cherche en priorité. Ça n'empêche pas de mettre en place un plan personnalisé, parce que la lutte contre l'inflammation, contre le stress, contre l'anxiété, contre la douleur, ça marche aussi même si on a des lésions profondes. C'est pas parce que on a trouvé un endométrium, des nodules, une atteinte de la région sacrée, qu'on doit plus s'occuper de la patiente. On met quand même en place son plan d'hygiène de vie qu'il est important d'adopter, quelle que soit la conduite ensuite avec le référent. Donc, elle part sur une consultation référent et puis elle revient après son traitement chirurgical pour qu'on assure le suivi. C'est tout à fait possible et ça se fait en équipe. Et clairement, les patientes sont assez satisfaites de ce genre de cycle de suivi. Donc, toujours après, penser au bilan d'infertilité hormonale quand en plus on a une patiente qui est infertile ou qui a plus de 30 ans, chez qui on trouve un endométrium, c'est bien de prescrire une AMH, qu'elle arrive chez le médecin référent avec en plus des notions sur l'atteinte de sa potentielle réserve ovarienne et de sa fertilité. Ça va pouvoir orienter la prise en charge du praticien et on fait gagner du temps à tout le monde. L'adénomiose, donc souvent, Jean-Philippe dit que c'est une cousine de l'endométriose, mais elle est souvent associée aux autres formes. L'adénomiose isolée, sans autre forme, je pense qu'on peut garder la patiente chez nous en tant que sage-femme sur un plan personnalisé vraiment de prise en charge avec un traitement de première intention selon les recommandations et on ne fait rien de mal en faisant ça, surtout si on a une amélioration des scores derrière. Par contre, il ne faut pas hésiter à orienter si on a un échec de prise en charge et à orienter rapidement, chercher une forme profonde associée quand on a une patiente jeune qui a de l'adénomiose, parce que là, on est sur quelque chose de pathologique, et surtout quand il y a de l'infertilité, parce que l'adénomiose, elle peut être associée à de l'infertilité, comme vous le savez. Donc là aussi, orienter plus facilement vers l'IRM et la référent en fonction de la patiente, de son âge et de son parcours. Alors, une petite slide sur le refus du traitement hormonal qui concerne de plus en plus de patientes. Donc, évidemment, ne pas porter de jugement. Il faut leur expliquer. Et puis, c'est elles qui choisissent. Je crois que notre rôle, il est essentiel dans l'aide au choix et le soutien, quel que soit leur choix. Donc après, si elles refusent de prendre des hormones, pas de problème, on met en place tout le reste. Donc vous l'avez vu, il y a un attirail assez important de choses qui peuvent être mises en place. Après, c'est sûr que sur un endométrium qui revient à chaque fois, le Dienogest a fait ses preuves, quoi. Donc il faut aussi leur parler de ça. Mais la décision reste dans leurs mains, bien évidemment, on ne peut pas les forcer. Aujourd'hui, ça concerne quand même 30 à 40% des patientes qui ont moins de 25 ans qui ont de l'appréhension par rapport au traitement hormonal, que ce soit de première ou de deuxième intention. Par contre, elles adhèrent très bien aux soins de support du coup et au plan personnalisé avec des objectifs. C'est quelque chose qui leur plaît parce que elles ont vraiment, selon elles, une solution de secours en fait, et elles ne se sentent pas jugées, ce qui permet une adhésion au plan qui est optimale. Il ne faut pas aussi négliger tout ce qui est phytothérapie, homéopathie, parce que ça marche très bien. D'abord parce qu'il y a des plantes qui ont une action anti-aromatase, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des déséquilibres souvent hormonaux chez ces femmes qui ont des hypoprogestéronémies relatives à cause de la surproduction d'œstrogènes des lésions d'endométriose, qui ont une activité aromatase. Donc, il y a plein de plantes qui ont des activités anti-aromatase. Il y a le framboisier, il y a le gâtillier qui marche très bien aussi pour les syndromes prémenstruels et qui vont stimuler la progestérone naturelle. Donc là, je vous invite à vous renseigner ou même à travailler en association avec un naturopathe. Ça marche très, très bien. Donc en médecine de ville, il faut créer son réseau. Donc il faut travailler les URPS, il faut travailler les CPTS, il faut travailler avec les filières régionales d'endométriose. Il faut identifier les référents en imagerie et les experts, que ce soit en chirurgie ou en PMA, et les algologues qui sont un soutien essentiel dans la prise en charge de ces patientes. Il faut envisager la téléexpertise. Je pense qu'on ne s'en sert pas assez et ça peut être très intéressant. Nous, en tout cas, on l'utilise entre nous pour les patientes chez qui il faut la mise en place d'un traitement de deuxième ligne sans attendre 3 mois le rendez-vous avec le gynécologue. Ça permet de raccourcir les délais, ça permet de maintenir la continuité des soins et ça permet de ne pas laisser la patiente sur un laps de temps trop long sans réponse à son problème. Encore une fois, c'est la prise en charge, l'orientation. Et là aussi, il y a des études qui prouvent que l'anxiété, elle augmente avec le délai diagnostique. Donc, c'est vraiment important de prendre en charge ces patientes assez rapidement et leur apporter une réponse. Allez, donc une patiente de 24 ans, première règle à 11 ans. Alors, on ne l'a pas rappelé, mais les premières règles, alors c'est pas que c'est un facteur de risque, c'est que c'est très souvent lié à une endométriose. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment à l'interrogatoire, les premières règles précoces.
Patiente de 24 ans, 11 ans, sous pilule œstroprogestative, donc Lilou depuis 3 ans, antécédent de viol en alors attention, je ne voulais pas faire d'amalgame et étiqueter les patientes qui ont de l'endométriose comme toutes des traumatisées sexuelles. Il faut faire attention aux raccourcis qu'on peut faire. Encore une fois, le lien avec le trauma, c'est l'anxiété, le trauma non traité qui est cause d'anxiété et d'inflammation. Ce n'est pas le trauma sexuel qui est cause d'endométriose. Il faut faire attention aux raccourcis qu'on peut faire. Perte de son frère aîné d'un accident il y a moins d'1 an, c'est un vrai dossier. Et c'est une patiente qui était très stressée et qui n'avait pas fait le lien en fait, entre son stress chronique, ses insomnies et tout ce qu'elle avait vécu, parce que je pense qu'elle s'était mise en protection cérébrale de ce qui avait pu se passer les années d'avant. Donc des dysménorrhées à 7 sur 10, surtout des douleurs pelviennes chroniques et des dyspareunies à 10 sur 10, des diarrhées chroniques. Donc elle avait été diagnostiquée côlon irritable. Elle est venue en me disant j'ai le diagnostic du côlon irritable et à l'écho fait par un référent, on a trouvé une adénomiose du mur postérieur qui était isolée. Alors quel est le plan de prise en charge pour cette patiente et est-ce que vous prescrivez une IRM sachant qu'elle a 24 ans? Donc après, je ne sais pas comment vous procédez pour les cas cliniques. Est-ce que tout le monde réfléchit un peu? Est-ce qu'on envoie les réponses? Peut-être que... Non, mais déroule. Vous pouvez répondre directement dans le chat si vous le souhaitez. Voilà, donc en déroulé pour moi, il y a la gestion du trauma, donc il faut l'orienter sur une équipe. Donc il y a des équipes qui prennent en charge aussi de manière gratuite. Là, il faut vous rapprocher du développement de tout ce qui est maison des femmes, etc., qui se fait un peu dans certaines villes de France où on prend en charge les violences faites aux femmes. La pilule, il faut essayer de la prendre en continu. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait chez elle. En fait, tout simplement de la prendre en continu pour supprimer les règles. Prendre en charge sa douleur et en premier chez elle, c'est les dyspareunies. Il faut chercher un syndrome myofacial. Donc, il faut l'orienter rapidement vers un algologue si on le trouve et travailler sur le périnée. Et pourquoi pas avec du Winback aussi. Il y a beaucoup de sages-femmes qui le font et qui ont vraiment de l'effet. En tout cas, chez elle, c'est ce qu'on a mis en place et qui a eu de l'effet dès la 2e séance. Donc, elle a un score de dyspareunie qui est passé de 10 sur 10 à 7 sur 10 et qui s'améliore en tout cas de semaine en semaine. Voilà. Prescrivez-vous une IRM? Non, pas en première intention, mais il faut faire un point rapidement parce qu'encore une fois, elle a une adénomiose, qu'elle a 24 ans et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher plus loin une forme profonde si on n'a pas d'amélioration rapide du tableau clinique. Et à ce moment-là, on l'adresse en 2e intention pour envisager un traitement de 2e intention, style Dienogest, si on a un échec de la première prise en charge, parce que le Dienogest a une action significative sur l'adénomiose. Patiente de 37 ans qui vient pour vulvodynie, infertilité, première règle à 12 ans, des dysménorrhées à 8 sur 10, des rapports sexuels impossibles, des douleurs pelviennes chroniques à 2 sur 10, donc pas très importantes. À l'écho, on retrouve une adénomiose mur postérieur, un myome, un utérus fixé à la cloison, un épanchement et une adhérence digestive. Quel est le plan de prise en charge? On en a un peu parlé tout à l'heure de ce cas-là. Clairement, là, c'est l'IRM avec un balisage rectal et vaginal et l'adressage chirurgical. Et je pense que si dans votre ordonnance d'IRM, vous écrivez le compte-rendu de l'écho, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse l'IRM. Et je pense que cette patiente, c'est ce que j'ai dû faire, on a prescrit un bilan hormonal primaire par rapport à son infertilité. Donc, elle est arrivée, ou elle va arriver chez le chir en tout cas, avec un premier dosage hormonal qui va pouvoir lui ensuite confronter à ce qu'on a retrouvé à l'IRM et prendre en charge au niveau chirurgical. Cas clinique numéro 3, ça fait 3 patientes que j'ai, donc j'en ai mis une parce que c'est important qu'on en parle, des patientes de 13 ans, 12 ans, 13 ans, très très jeunes donc, réglées depuis 2 ans, absentéisme scolaire très important par rapport aux douleurs chroniques, avec des dysménorrhées, donc sous-optimisées depuis 3 mois, pas d'amélioration et on a une écho avec une voie suspubienne qui est normale comme on pouvait le prévoir. Quel est le plan de prise en charge? En sachant que les pédiatres ne veulent pas s'en occuper, parce que 13 ans réglés, c'est un problème gynécologique. Puis ces patientes-là, ces petites-là, elles sont vraiment en difficulté, en errance. Voilà, donc, la dernière que j'ai vue, elle redouble carrément à cause de son absentéisme scolaire. Quel est le plan de prise en charge? Sa mère nous questionne sur l'intérêt du Dienogest. Que lui répondez-vous? Alors, on va le voir ensemble, hein, puis on verra si Jean-Philippe est d'accord avec moi, mais... sur le plan de prise en charge, d'abord, c'est l'éducation thérapeutique. Hein, donc, là, il faut tout essayer. Hein, à cet âge-là, 13 ans, et il ne faut pas lésiner sur les moyens. Donc, le régime, le sport, la gestion du stress en priorité. Évidemment, il faut chercher aussi la cause du stress.
qui potentialise pas les douleurs, encore une fois, mais qui maintient une inflammation chronique. La prise en charge psycho, là, elle est essentielle. Il faut quand même faire une IRM pour éliminer une autre cause, hein, et là, c'est mieux de le faire peut-être chez un radiopédiatre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un œil spécialiste dessus, et une consultation d'alcoolologie. Désolée Nathalie, mais celle-ci, malheureusement, il y a un moment où on n'a pas vraiment d'autres alternatives, parce qu'on ne va pas faire une cellule sur une petite de 13 ans. Donc sa mère nous questionne sur l'intérêt du Xénogest. Clairement, bon, c'est une prescription seulement après consultation avec un médecin référent. Et il me semble qu'à cet âge-là, c'est peu souhaitable par rapport à l'âge et aux effets à long terme, hein. Ça doit être vraiment envisagé en dernier recours quand on a essayé tout le reste. Mais pour ces patientes-là, très souvent, c'est compliqué. C'est des cas difficiles à gérer. Après, peut-être, Jean-Philippe, tu veux t'exprimer ou dire si tu es d'accord ou pas avec cette conduite à tenir là, mais je pense que c'est... disons qu'effectivement, souvent, c'est un peu... Parce qu'on est dans le contexte familial pur, là, souvent. Ouais. Voilà, donc je pense qu'elle passe pas beaucoup sur la discussion. La prescription des hormones, alors il faut éviter les hormones qui sont trop de carences, donc Dienogest, tout ça c'est bien, mais en fait ça risque d'entraîner des ostéoporoses chez des jeunes femmes qui sont en cours de constitution de la masse osseuse et calcique. Mais je pense que là, effectivement, il faut, ça nous incombe, mais effectivement, faire une petite enquête ou une discussion avec la mère, la famille, peut-être en aparté, etc., pour avancer sur ces gamines de 13 ans. Après, avec Nathalie, on a eu l'expérience de quelques gamines qui arrivaient vraiment en catastrophe, avec une accumulation de douleurs chroniques, etc. Et on a fait quelques hospitalisations plus ou moins en urgence avec des traitements un peu lourds, non morphiniques dans la majorité des cas, et puis une décroissance assez rapide et qui a donné de bons résultats. Donc on va dire que c'est quand même des cas assez rares, mais effectivement, ça peut arriver. Inès, à toi la parole. Top. Bonsoir à tous. Déjà, du coup, je tiens à remercier Carole Zakarian et Jean-Philippe Estrade pour l'animation de cette super formation. Moi qui ne suis pas médecin, j'ai tout compris, donc je pense que c'était super clair. Merci à toi, Charline, aussi pour avoir organisé toutes ces formations. Je prends la parole pas très longtemps, juste pour vous dire que c'est la dernière formation, de notre programme de formation sur l'endométriose. Sachez que l'ensemble des replays, donc de toutes les formations qu'on a faites, sont disponibles sur notre site internet. Je vous mets le lien en chat juste après. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez raté une formation, si jamais vous n'avez pas pris de notes, etc., si vous voulez en savoir plus, de revenir sur les replays. Je vous laisse aussi mon adresse mail, très important si vous souhaitez vous intégrer dans un centre de soins Luna, prendre contact avec nous si vous avez des questions, et surtout si vous aimeriez bien témoigner pour nous sur ce qui était positif pour vous sur toutes ces formations et ce que vous pensez aussi qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est des choses qui seraient hyper intéressantes pour nous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un peu de temps et pour envoyer ce mail, ce serait vraiment super. Et enfin, juste pour vous dire qu'à partir de la rentrée, on va sûrement prendre contact avec vous et avec toutes les personnes qui ont suivi à des moments donnés nos formations pour vous proposer un format, donc on est encore en train d'y réfléchir, mais un format type test de connaissances, on va dire, sur les différentes formations pour pouvoir, in fine, vous proposer un certificat Luna que vous aurez grâce à toutes les formations que vous aurez suivies. L'idée pour nous, c'est vraiment d'essayer au maximum de monter en compétence l'ensemble des professionnels de santé sur les formations, grâce aux formations. Donc, n'hésitez pas si vous avez du feedback et n'hésitez pas aussi si vous pouvez en parler à des collègues si jamais les formations vous ont plu. Dernier point pour vous dire que, comme vous le savez, en fait, on a Luna, c'est une partie avec les professionnels de santé, les centres et tout ce parcours de soins. Luna, c'est aussi une application qu'on met entre les mains des patientes qui sont en fait les premières qui vont peut-être prendre en main leur corps et leur santé. Et merci à vous du coup de votre présence, de vos questions. Et on continuera dès la rentrée à lancer la deuxième promotion des formations en profitant de vos feedbacks, j'espère qu'on va recevoir par mail.